Il y a 2 ans, j'ai tout misé sur cette ligne et déplacé une montagne de sable. J'ai sculpté les terrasses et conçu un système destiné à capter chaque goutte d'eau de pluie possible. Le but ? Créer une forêt dans le désert, et 2 ans plus tard, je me tiens en plein milieu. Ce n'est pas parfait ni là où je veux, mais nous avançons bien. La question n'est plus « est-ce que ça va marcher ?» Je me demande comment cela survivra et prospérera sans irrigation. Aujourd'hui, je vous révèle toutes les erreurs et difficultés. Je dirais que ce sont des occasions d'apprentissage dont j'ai profité ici. C'est ainsi que je crée une forêt dans le désert. La critique fréquente est que si tu es dans un désert, c'est pour une raison. Ça ne marchera pas, tu ne pourras pas faire pleuvoir plus. Et ils ont raison, je n'y arriverai pas. Mais ce que je peux faire, et que j'ai fait, c'est capter l'eau qui vient d'en haut et l'amener de tout le ranch jusqu'à ce petit endroit. C'est le système de terrassement. Pour réussir cela, il faut être très précis. Donc en tant que débutant, il y avait une certaine courbe d'apprentissage. Le seul apport extérieur sur cette terrasse a été 3 mètres cubes de fumier de vache. J'ai apporté des copeaux de bois sur la propriété, ils coûtaient 85 $ le mètre cube. et cela c'était seulement le prix d'achat avec le carburant inclus. Pour transporter ce truc, j'ai payé 135 $ pour amener le matériel jusqu'au ranch. Il n'y a aucun monde où je pourrais développer le projet à ces prix-là. C'est de la folie. Le pire, c'est que trouver du paillis, c'était tout aussi difficile. Je vois souvent ce commentaire. As-tu pensé à remplir avec ton truc préféré, copeaux de bois, marque de café, etc. J'ai commencé à sortir des blocs de champignons usagés car ils valent tant beaucoup, mais le problème reste leur quantité. Au final, il te faudra beaucoup de matière organique pour lancer le système et créer une île de fertilité. La différence clé qui a tout permis, c'est l'International 4300. J'ai fait une super affaire sur ce truc. Malgré quelques fonctionnalités manquantes, c'est l'une de mes meilleures décisions d'équipement. L'International est incroyable car il faudrait normalement un permis poids lourd pour le conduire. Ayant des plaques agricoles, nous sommes exemptés et bénéficions d'une grande capacité de transport sans nombreuses contraintes. Je l'utilise surtout pour transporter du fumier. Avec le camion de Daniel, on ne transportait que 3 yards pour 135 $ le yard cube. Quand on utilise l'International, regarde ça. C'est bien plus aplati. Oui, c'est très compressé, tu le vois. La première fois que je l'ai pris, c'était ici. Vraiment, oh là là. Daniel a rempli la benne de 14 mètres cubes, et après avoir parcouru 61 km de route en terre, il n'en restait plus que 8 mètres cubes. Alors calculons le prix. Le seul coût réel ici, c'est le carburant. Et Daniel ne fait pas de trajets spéciaux pour le fumier. Il ne l'apporte que lorsqu'il vient au ranch. La facture de carburant est de 15 à 20 $, et puisque nous recevons gratuitement le fumier des ranchs voisins, ma seule dépense est le carburant. Cela coûte 2 ou 3 $ par mètre cube. N'importe quelle source de fumier qui se trouve sur notre trajet, on s'arrête à chaque fois et on l'amène ici, puisque de toute façon on vient déjà ici. Pourquoi pas ? C'est ce genre de volume qui fait une énorme différence. Nous avons eu un incident sur la terrasse suivante où nous la préparions avec du fumier de cheval, puis la remorque est restée coincée et... Ça sortira si tu bouges. Mec, c'est vraiment tellement compacté. On dirait que c'est parti. Je n'étais pas ravi de laisser tout le fumier à cet endroit. C'est devenu une expérience accidentelle qui a super bien marché. Je ne m'y attendais pas, mais les spectateurs l'ont remarqué. On avait une herbe verte incroyable qui poussait sur la terrasse sans aucune irrigation. Ce sont toutes des plantes indigènes spontanées. Avec le dernier tas de fumier ajouté par Daniel sur ma haie brise au camp, il a gardé le fumier concentré. On peut le voir très clairement sur les images prises par drone.
Nous allons tenter de répéter ce succès en faisant germer les graines du fumier de cheval pour une pousse spontanée. J'ai besoin de paillis. Avec la remorque basculante et le 4300, on ne peut charger qu'un seul type à la fois. Il faut se demander quel est le matériau le plus précieux, copeaux de bois ou fumier. Je réfléchis selon les principes de la permaculture à la valeur des copeaux de bois. Ils paillant bien le sol, retiennent mieux l'eau et favorisent l'activité microbienne. Quelle est la valeur du fumier de cheval? On retient beaucoup plus d'eau, il vient avec des graines gratuites et il est chargé de microbes. Si je devais choisir entre des copeaux de bois ou du fumier de cheval gratuit, d'après mon expérience, le fumier est le meilleur choix. Mon choix ultime, si je pouvais en trouver, serait du foin avarié. Mais comme vous pouvez l'imaginer, dans un désert, il ne fait pas très humide et il ne pleut certainement pas beaucoup. Il n'y a pas de foin avarié à trouver. J'ai apporté 4 balles rectangulaires qui m'ont coûté 900 $, donc ça fait 225 par balle. C'est beaucoup d'argent et ça a fait une énorme différence. Elle fonctionne vraiment bien, mais c'est difficile de rivaliser avec ce qui est gratuit. Pour l'instant, j'utilise du fumier de cheval. J'aurais pu chercher plus et trouver de la paille. Sachant que nos déplacements sont limités et que nous devons être ici pour travailler, conduire le bulldozer et accomplir les tâches nécessaires. Je pense que le fumier est prioritaire pour l'instant, mais dis-moi ton avis. Pour cultiver dans le désert, il te faut de l'eau. Et j'ai commencé par apporter toute mon eau sur 61 km de piste depuis Sierra Blanca, Texas. 250 gallons à la fois. Je ne la recommande pas, mais cette stratégie nous a forcés à être très économes en eau. J'ai eu la chance que mon voisin Bill me laisse utiliser son puits, mais nous ne pouvions pas pomper de l'eau toute la journée. Les bons jours, ce puits fournit 500 gallons. Parfois, nous y sommes allés et nous n'avons obtenu que 100 gallons, au plus fort de la pire catégorie de sécheresse. Parfois, au puits, nous n'avions que 200 gallons sur toute la terrasse. Au cours des 2 dernières années, je lui ai donné peut-être 6 ou 7 000 gallons d'eau au total. Nous ne versons pas tout à la main avec des seaux, mais c'est un budget d'eau très serré. Amener l'eau ici avec le taco. Je n'ai rien filmé de tout ça, mais j'ai détruit la suspension en tractant à pleine capacité hors route, dans des conditions comme ça. J'ai cassé le joint en U. Nous avons remplacé les amortisseurs 2 fois. Cette pauvre machine a été utilisée et maltraitée, et maintenant que je l'ai définitivement retirée du service de remorquage, ça va beaucoup mieux. Elle n'est pas en parfait état. Reculer le bulldozer dans le pare-choc n'a pas aidé, mais je lui ai maintenant donné un rôle plus adapté. Le camion fonctionne bien. Maintenant qu'on peut utiliser le 4300 pour transporter l'eau, ce n'est plus un problème. Et surtout, avec moi qui nettoie les routes, ce n'est vraiment pas mal. L'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises ici, c'est que ce n'est pas la quantité d'eau que tu mets dans le sol, c'est le nombre de gallons-heure. Et j'ai l'impression de ne pas croire que c'est vraiment arrivé. C'est en comprenant le calcul intégral que j'ai saisi le concept de gallons-heure. Je veux intégrer l'air sous la courbe temps.gallon dans le sol pour maximiser les heures où l'eau reste disponible pour les plantes. La façon la plus simple de le faire est avec du paillis. Quand Thiago de Centropic Solutions est venu ici, il m'a bien fait comprendre que ce paillis est incroyablement difficile à trouver. C'est très chronophage et c'est finalement tellement important parce que ça nourrit les microbes du sol, mais surtout parce que ça va retenir l'eau en place. Et plus je mets le paillis en contact direct avec le sol, plus je vais obtenir de litres-heure d'eau. Récemment, les restes de la tempête tropicale Alberto ont traversé le ranch. Il a beaucoup plu dans l'ouest du Texas, mais nous avons eu de la malchance. Nous n'avons reçu que 1,7 cm de pluie jusqu'ici, mais on voit que le paillis fonctionne bien. Il a retenu l'humidité, toute cette eau a été absorbée directement par le sol, mais il n'y a pas eu assez de ruissellement pour que mes bassins de terre ou les digues ou les terrasses puissent capter de l'eau supplémentaire. On voit que le sol reste humide. Le paillis sert à le couvrir pour conserver cette humidité plus longtemps. Quelques jours suffisent pour voir pousser ces plantes, et je suis heureux de vous annoncer que Brandon, quelques jours plus tard, est venu et a enfoncé son doigt dans la terre sous le paillis pour le vérifier. Oui, le paillis retient l'humidité, c'est humide dessous.
alors que la terre à côté sèche en moins d'une demi-journée. Un aspect de la chaîne que j'apprécie beaucoup, c'est que je documente mon parcours pour mon propre bénéfice. Si personne ne regardait, je ne supporterais pas de gérer les caméras, ni d'embaucher des monteurs ou gérer la narration. Mais puisque je le fais de toute façon pour rendre ce projet possible, c'est vraiment agréable d'avoir une bibliothèque et de pouvoir revenir sur ce que je pensais et ce que j'ai découvert. Je trouve amusant de revoir le segment de géologie sur ma compréhension du déplacement de l'eau dans le sol il y a 2 ans. Ce n'était pas faux, juste basé sur la mauvaise géologie. Voici ce que je pensais. D'après les rapports d'hydrologie, une fois dans le sol, l'eau se déplace d'un pied par jour, ce qui est énorme pour les eaux souterraines. Il faudra 10 ans pour que l'eau souterraine parcourt 1,1 km et quitte ma propriété. Je ne sais pas. J'ai vu des poches d'argile ailleurs, pas ici. Le sol dont j'ai parlé existe, mais il est peu profond. Il n'est pas nécessaire d'aller très loin sous ces terrasses pour trouver de l'argile, et en creusant un peu dans cette direction, on peut construire un analogue de barrage de Castor. J'ai trouvé une surprise. Brandon, il y a aussi beaucoup d'argile ici. C'est drôle parce que je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Et puis j'ai reçu un commentaire me suggérant de lire le manuel de conception en permaculture. L'essentiel de ma compréhension est venu en regardant YouTube, notamment la chaîne de géologie de Myron Cook. Je ne savais pas que l'épisode de Stubbs parlerait de géologie, mais c'était exactement ce qu'il me fallait. Il expliquait que ces contreforts vers les montagnes désertiques sont souvent en argile. Et effectivement, en construisant la méga rigole, ce n'est que de l'argile. Fort de l'expérience des barrages de castors artificiels et ayant vu de l'argile à une centaine de mètres, je sais qu'il y en a sous mes pieds, assez profondément. Un matériau très performant peut retenir beaucoup d'eau. Ces arbres doivent survivre assez longtemps pour atteindre l'argile, afin que la terrasse retienne assez d'eau et l'envoie vers l'argile. Ces espèces survivront et prospéreront lors de la prochaine grande sécheresse. On ne le voit pas à la caméra, mais le cactus figuier de Barbarie est l'une des principales espèces ici. C'est notre banque d'eau vivante que nous essayons d'établir parce que c'est un paillis fiable. C'est sûrement un endophyte, partageant eau et nutriments avec les plantes voisines et les microbes du sol, et il se cultive facilement. J'ai traversé cette courbe d'apprentissage pour vraiment savoir comment le faire pousser. Voici comment j'ai commencé. Ceci, j'ouvre. Pour cette partie de terre, je prends le poids cueilleur. La figue de Barbarie. Oui, la figue de Barbarie. Je la mets ici et je la sors. D'accord, C'est planté. Passe à l'autre commande. d'accord, Et on plante les graines d'ici. d'accord, Et ça donne ici. d'accord, ok, J'obtiens des graines. D'accord? d'accord. C'est tout. Je dois tout donner parce que quand on écoute de la musique et qu'on travaille ensemble, on a du rythme dans le travail. N'est-ce pas? C'est résistant, j'adore ça. Je pense que c'est mieux. Nous avons sélectionné les meilleures plantes à planter ici. J'ai vu beaucoup de gens commencer une plantation dans des zones difficiles et ne pas utiliser les meilleurs matériaux. Les plantes ne poussent pas bien. Ils ont perdu la lumière dans les yeux. Donc, je pense que nous devons utiliser les meilleures plantes, que nous ayons les meilleures conditions. Et vous continuez? Continuez à vous sentir motivé. Oui, oui, oui.
Donc ce que j'ai fait, c'est d'essayer de planter le cactus comme ça, pour qu'il capte le soleil de l'Est. Et puis à la fin de la journée, quand le soleil de l'Ouest est vraiment chaud, il tape sur cette grande partie plate du... C'est bien le cactus? Oui, cette forme avec tout bloque le soleil brûlant pour protéger les graines qui poussent. Oui, mais en grandissant, ils feront de plus en plus d'ombre au centre. On pourrait. Ouais. Une brouette a suffi, presque pour toute la ligne. Je vais te faire passer par ici pour que tu vois où je me suis arrêté. Mais on va en avoir tellement en trop. Voilà la fin. Regarde, j'ai presque tout couvert. C'est la fin de la première rangée. Je vais devoir vérifier combien de temps ça nous a pris. On est arrivé ici, je crois, exactement à 7 heures du matin. Il est 10h19. Nous avons mis environ 3h30 pour cette rangée. La deuxième a déjà commencé, tu peux donc y aller par milliers. On avait presque assez, mais il manque un peu. Je dois donc ramener la brouette à la remorque pour un dernier trajet. Quand la terrasse était vide, il n'y avait que du sable et des cailloux. Jude de Centropic Solutions est venu et il m'a montré comment planter le cactus en ligne. Et même moi, je regardais ça en me disant « Mec, je n'arrive pas à croire que ça va vraiment marcher. » Et effectivement, aujourd'hui, on a des cactus partout ici. Avec le temps, ce que vous voyez là a mis 2 ans à pousser. Et ce que vous voyez au niveau du mur d'ombre, ceux-là ont été plantés en mai. Nous sommes actuellement en décembre. Leur croissance est assez spectaculaire, mais ceux-là ont commencé avec des raquettes entières. J'ai ensuite approfondi la démarche en achetant des cultivars commerciaux d'Opuntia, mais pas en grande quantité. Elles sont arrivées en petits carrés de 5 cm et je doutais de leur croissance. Ce que vous voyez maintenant a été planté en pleine terre en août. Donc avec le temps, en combinant du biochar et un peu d'hydrogel, on obtient maintenant des taux de croissance assez spectaculaires avec le cactus Opuntia. Prochaine étape de mon plan de croissance. Disposer bientôt d'une grande réserve de cactus. Je regarde les plates-bandes de 5 cm dont j'ignorais si elles fonctionneraient dans. Nous planterons ce parterre uniquement avec des boutures d'Opuntia. Je pourrais avoir une grande réserve à installer sur la haie brise-vent ou à emmener sur la méga rigole pour lancer quelque chose. Le but, que ce soit des arbres ou des cactus, c'est de lancer ma propre production. Oui, les arbres, ça a été un apprentissage. J'ai vraiment fait de gros efforts pour faire pousser des arbres à partir de graines, exactement là où je les veux. Et on a bien cette belle rangée. Tous ont été cultivés à partir de graines, mais tu remarques qu'ils sont tous de la même espèce, Parkinsonia aculeata, et ces arbres ont gelé jusqu'au sol. Mais tu peux voir... Par exemple, celui-ci est aussi grand que moi. Il fait 1,80 m et il nous reste encore 2 mois de croissance. Si j'ai de la chance, une partie de ce bois va durcir et résister au gel. Et c'est vraiment à la limite de ce qu'il peut supporter face au froid hivernal. La principale leçon que j'ai tirée de cette année, c'est en voyant tout ça, l'herbe pousse spontanément. Je n'ai jamais semé de graines de gazon ici, et c'est de loin la plante qui pousse le mieux d'elle-même et qui produit le plus de biomasse. La germination des graines a posé problème. J'ai été très chanceux et aussi reconnaissant de voir que, même si ça ne fonctionne pas comme je le voulais, ça fonctionne quand même. En ajoutant ce paillis et un peu de végétation, cela a eu pour effet, ça va attirer des insectes, et ces insectes attirent des oiseaux, et ces oiseaux apportent des excréments, et ces excréments sont remplis de graines d'herbe.
On a réussi à faire pousser pas mal d'herbes spontanées sur cette terrasse, enfin, disons une quantité appréciable. Car je n'ai semé que du sorgho, toutes les autres herbes sont venues d'elles-mêmes. J'ai une autre idée que je veux vraiment essayer, c'est que, au lieu de me préoccuper des arbres, je veux cultiver ce qui est probablement l'une des plantes pionnières les plus résistantes du désert de Chihuahua, la Sphaeralcea. Ça ne formera probablement pas assez de couvert végétal, mais j'espère qu'en combinant la Sphaeralcea avec d'autres plantes, ça créera un couvert. Et on pourra mettre les graines d'arbres qu'on veut là-dessous et leur donner juste assez d'humidité pour germer. Parce que c'était toujours le problème. Je ne perds pas les arbres à cause du manque d'humidité. Je les perds parce qu'ils ne démarrent même pas. Je le sais. Nous avons surveillé de près ces zones et la plupart de ces arbres n'ont jamais eu une chance de vivre. Et c'est parce qu'ils n'ont pas créé les conditions dans lesquelles ils voulaient pousser. Donc nous avons une nouvelle stratégie pour le printemps. J'ai appris que je n'allais pas tout miser sur la stratégie des semences. Notre plus grand succès a été la transplantation. Kit de Suburban Biology est arrivé en mars. Il a apporté du Vitex, du Lucana et d'autres espèces, ce qui a très bien marché. Tu as aussi un chêne gratuit ici. D'accord, quel genre? Je doute qu'il survive, mais il pourrait me surprendre. Sans doute un chêne vert. D'accord. Ces petites plantes proviennent sûrement des cultures de couverture que j'ai mises au jardin. Ah, Je les laisse pousser. pourquoi pas? J'ai l'impression que les plantes côte à côte qui en ont réussissent souvent mieux que celles qui n'en ont pas. Absolument. Ils doivent partager des micro-organismes ou quelque chose comme ça. Oui, c'est pour ça que je veux planter les arbres ensemble. Ils ont besoin de leur communauté. Je comprends. Il a genre 50 noms. Lilas du Texas, Vitex, arbre chaste. Apparemment, les moines faisaient du thé avec les feuilles parce qu'il paraît que c'est un anti-aphrodisiaque. Anti-aphrodisiaque? On n'entend pas ça souvent dans les publicités. Oui, seulement les moines, et puis dans d'autres cultures, c'est un aphrodisiaque. D'accord. Et l'orme à écorce de dentelle, s'ils y arrivent, deviennent des bêtes. Ils font genre 12 mètres de haut. Oh là là, ce serait littéralement un rêve devenu réalité. Ouais, c'est un gros si, mais ici, ils sont indestructibles. Encore une fois, la première année, il faut vraiment s'en occuper la première année, mais après ça... J'ai oublié les germinations de mesquite. Après avoir creusé, ils mettent un grand désordre. C'est peut-être mieux, ainsi je viendrai juste récupérer ces 2 graines de mesquite dans la terre. Oui, pour que sa racine pivotante se développe. Mais ce qui a vraiment bien marché, c'est l'aire de repos près du camp, où on peut vraiment tout surveiller de près. Il y a quelque chose que je n'ai tout simplement pas intégré et que je n'ai pas compris, parce que, logiquement, cet endroit est à 1/4 de mile de mon campement. C'est à 1 minute en voiture. Ce n'est pas difficile d'y arriver. Quelle différence ça fait que je commence ici ou au camp? Je ne sais pas comment expliquer pourquoi c'est différent, mais ça l'est. Je peux juste marcher jusque-là et, honnêtement, je n'ai même pas besoin de me motiver. Pour sortir du lit s'il fait 40 degrés et aller travailler au soleil pendant 2 heures. Car quand je vais dans la zone de repos et que j'oublie des outils ou ai besoin de boire, ce n'est pas grave. Mais ici, et surtout en été, il n'y a pas d'échappatoire. Et si tu oublies quelque chose, tu dois tout laisser tomber, retourner au camp en voiture, puis revenir ici. Ce n'est pas une énorme perte de temps, mais c'est une pénalité pour le moral, et le moral, c'est tout. Maintenant, ces boîtes de culture groisissent sont chères. Donc, afin de me donner les meilleures chances avec une stratégie de transplantation, je ne vais pas seulement utiliser cette méthode de semis direct. Je vais aussi semer dans des lits à taille d'air, ce dont je n'ai pas encore parlé. Ça viendra au printemps, quand les arbres commenceront. Je vais aussi investir dans les boutures. Je n'ai pas réussi mes boutures de saule du désert, mais je pense qu'avec la variété de peuplier NM6 et le saule coyote que nous venons de planter, je m'attends à ce que nous réussissions bien. Le saule coyote, nous avions des boîtes de culture Groa 6 en surplus, placées près du trou de la grotte, avec les boutures alignées sur une goutte à goutte à une dizaine de mètres du camp. Là où nous pouvons garder une humidité très constante et pailler efficacement, je pense que nous pouvons installer quelques boutures. Leur donner juste assez de paillis pour tenir, leur donner beaucoup d'eau, et cela peut fournir la canopée si la stratégie des graines échoue. Il y a eu toute cette courbe d'apprentissage. Comment puis-je m'assurer de réussir?
Et c'est dans mes tripes de simplement faire ce que je pense être nécessaire pour réussir. Et j'ai dû lutter contre ma propre nature pour m'assurer que nous allions gagner. Avec le printemps, cela signifie je vais essayer ma stratégie des graines et en même temps je vais essayer la stratégie des boutures. Et en même temps je vais essayer de faire pousser des graines. Dans une pépinière, je vais tout faire pour acquérir l'expérience nécessaire pour faire pousser des arbres ici. J'ai besoin de ma propre réserve. Payer des pépinières pour tout faire, le budget ne suit pas. Des bénévoles avec des arbres, c'est sympa. Mademoiselle Déby m'a donné quelques grenadiers, c'est très gentil. Mais je ne peux pas compter là-dessus comme élément clé pour que ça fonctionne. Entre les brise-vents, je vais avoir des zones herbeuses, comme là-haut. Je veux couvrir le sol le plus vite possible. Pour pieds, herbes, plantes, arbustes, tout ce qui pousse, je le veux vite. C'est un processus et une courbe d'apprentissage. Vous avez regardé cette vidéo et vu la courbe d'apprentissage. Je ne suis pas expert, il me reste beaucoup à apprendre. Ma femme me taquine souvent. Je dis que je suis moins bête qu'avant, donc je n'utiliserai pas cette expression. Je dirais que j'ai plus d'expérience et que j'ai trouvé de nombreuses méthodes inefficaces. J'ai hâte de continuer à apprendre devant la caméra et de partager ces connaissances. Merci pour votre soutien. Si vous aimez mon travail ici, vous savez ce qui accélérerait vraiment tout, un puits d'eau, c'est une étape évidente. Je ne savais pas quoi faire d'un puits avant d'avoir de l'élan et de l'expérience. Maintenant, c'est le moment. Pendant 2 semaines, je propose un t-shirt en édition limitée DUS-TUPS Range. Tous les bénéfices iront au creusement d'un puits. Cela pourrait coûter jusqu'à 40 000 $. Les t-shirts ne couvriront probablement pas ce montant, mais tout soutien à DUS-TUPS serait vraiment apprécié. Cela ira exactement à cet objectif pendant que vous regardez la chaîne, et bien sûr, cela rendra l'existence ici beaucoup plus facile. Je pense que revoir le premier épisode vous amusera beaucoup. J'ai acheté un terrain vague pour en faire une forêt désertique. Quel chemin parcouru depuis mes débuts.